Et si je te disais que cette personne reviendra vers toi à 100%, mais pas parce que tu l'as poursuivie. Elle reviendra parce que toi, tu as changé les règles du jeu. L'une des erreurs les plus fréquentes lorsqu'on est rejeté, c'est de croire que l'amour se récupère en suppliant. On pense qu'en donnant plus, en étant plus présent, en prouvant davantage notre attachement, tout redeviendra comme avant. Mais non, cela ne fait que te rendre invisible. Le désir ne naît pas de la présence constante, il naît du vide intelligent. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir les véritables leviers psychologiques réels, prouvés, qui déclenchent un électrochoc dans l'esprit de l'autre. Qu'ai-je fait en te perdant? Ce ne sont pas des jeux, ce ne sont pas des manipulations, ce sont des principes tirés du stoïcisme et du pouvoir de celui qui choisit de se reconstruire plutôt que de supplier. Si un jour tu as eu l'impression d'avoir trop donné et qu'on t'a quand même abandonné, alors cette vidéo est pour toi. Parce que cette fois-ci, il ne s'agit pas de le récupérer, lui. Il s'agit de te récupérer, toi. Et c'est depuis cet endroit-là que tout peut changer. Écris en commentaire « J'ai de la valeur ». Ce n'est pas une simple phrase, c'est une graine. Une graine qui va changer ton énergie, ton histoire. 1. Le vide puissant. Quand quelqu'un nous quitte, notre premier réflexe est de combler ce vide. Message, appel, tentative désespérée pour renouer le contact. On a peur du silence qu'il laisse derrière lui. Et pourtant, c'est justement ce silence qui détient le plus grand pouvoir. Le vide n'est pas ton ennemi, c'est ton arme la plus puissante pour que l'autre remarque ton absence et commence à te regretter. Le cerveau humain est ainsi fait, il ne valorise pas ce qui est toujours là. On ne pense même pas à l'air qu'on respire, jusqu'au moment où il nous manque. Dans une relation, c'est pareil. Si tu es toujours disponible, toujours présent, toujours en train de chercher l'attention, tu deviens comme l'air, essentiel, mais invisible. Créer ce vide puissant, c'est créer un espace là où tu remplissais tout. Il ne s'agit pas de disparaître totalement, mais de retirer ton excès de présence. Et là, quelque chose d'étrange se produit. Quand tu arrêtes d'envoyer des messages, d'appeler, de prouver que tu souffres, l'autre commence à se poser des questions. Où es-tu? Que fais-tu? Pourquoi tu ne me poursuis plus? Voici la première grande vérité des relations. Plus tu poursuis, moins tu es attirant. Plus tu laisses d'espace, plus tu éveilles la curiosité. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie. Le principe de rareté, ce qui est rare est plus précieux. Ce vide bien utilisé, ce silence assumé, crée un contraste que l'autre ne peut ignorer. Et là, il commence à se demander s'il ou elle ne t'avait pas mal jugé. Tu sembles plus fort, plus serein, plus stable qu'il ne le pensait. Peut-être même a-t-il fait une erreur. Et ce vide t'offre quelque chose d'encore plus précieux, du temps pour toi. Tu ne dépenses plus ton énergie à la récupérer. Tu l'investis en toi. Tu redeviens ton propre centre de gravité. Plus tu te valorises, moins tu as besoin de la validation extérieure. Et plus tu t'affranchis de ce besoin, plus tu deviens attirant. Mais attention, ce vide puissant ne doit pas être un jeu, il doit devenir une posture de vie, une affirmation silencieuse « je suis complet, même seul ». Et c'est quand cette vacuité devient sincère, authentique, qu'elle devient réellement puissante. Dans la pratique, cela veut dire couper le contact, non pas par colère, mais par respect de toi-même. Cela veut dire arrêter de consulter ses réseaux sociaux, arrêter de demander à ses amis ce qu'il ou elle devient. Cela veut dire recentrer ton regard sur ton propre voyage. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. 2. La loi du contraste. S'il y a une force qui régit les relations humaines, c'est le contraste. Le cerveau ne remarque pas la continuité, il remarque les changements. On ne voit la lumière que si elle succède à l'obscurité. On ne sent la musique que lorsqu'elle rompt le silence. Une rupture fait mal car elle casse une continuité. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce contraste peut aussi jouer en ta faveur. Ce contraste, c'est ce que tu vas créer en devenant quelqu'un d'autre. Pas en jouant un rôle,
en révélant une version de toi que la relation avait éteinte ou qu'elle a réveillée en se terminant. La personne qui t'a quitté s'attendait probablement à ce que tu sois dévasté, que ta vie perde de son éclat, que tu restes la même personne, mais en plus triste. Et là, surprise, tu t'épanouis, tu rayonnes, tu progresses, tu dis merci à la vie et tu avances. Ce décalage crée une dissonance dans l'esprit de l'autre. Il est obligé de revoir tout ce qu'il pensait savoir sur toi. Comment est-ce possible? Comment peux-tu être plus belle, plus fort, plus confiant après la rupture? T'a-t-il jamais vraiment connu? Le philosophe stoïcien Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à celui qui t'a blessé. » Et dans une rupture, cette citation prend tout son sens. La meilleure façon de provoquer le regret, ce n'est pas de sombrer, c'est de s'élever. Ce contraste, tu peux le créer à plusieurs niveaux. Physiquement, prends soin de ton corps, de ton apparence, pas pour lui montrer ce qu'il a perdu, mais parce que tu mérites mieux. Socialement, sors, découvre, élargis ton cercle. Montre que ta vie n'est pas centrée sur une seule personne. Mentalement, développe-toi, cultive tes passions, découvre de nouveaux centres d'intérêt, sois vivant, curieux. Émotionnellement, c'est là que se trouve le plus grand contraste. Tu n'as plus besoin de validation. Tu es calme, ancré, solide. Et c'est cette version de toi que l'autre finira par regretter, parce qu'il ou elle réalisera une chose. Tu ne mendis plus, tu ne dépends plus, tu inspires. Et ça, c'est irrésistible. Quand, au lieu de garder du ressentiment, tu montres de la gratitude pour ce que tu as vécu. Quand, au lieu de parler en mal, tu reconnais les qualités de cette personne, même à distance. Et surtout, quand tu montres que tu n'as pas seulement survécu à la rupture, mais que d'une certaine manière, elle t'a fait évoluer. Ce genre de contraste est irrésistible. Il défie totalement la narration que l'autre s'est inventée pour justifier son départ. Peut-être s'est-il dit que tu étais trop dépendant, trop négatif, ou que tu n'avais aucune direction dans la vie. Et maintenant, il voit sous ses yeux quelqu'un qui contredit chaque justification. La loi du contraste a un pouvoir magnétique, car elle éveille une des émotions les plus puissantes, le regret. Ce n'est pas que tu dises « regarde ce que tu as perdu », c'est cette personne qui le réalise d'elle-même, en voyant le contraste entre ce que tu étais et ce que tu es devenu, ou ce que tu as toujours été, mais qu'elle n'a pas su voir. Mais voici le secret, ce contraste ne fonctionne que s'il est authentique. Ça ne sert à rien de faire semblant d'avoir une vie incroyable sur les réseaux sociaux si au fond, tu es encore détruit. Ça ne sert à rien de paraître sûr de toi si tu trembles de peur à chaque opportunité. Le vrai contraste vient d'une transformation sincère qui n'a rien à voir avec une stratégie pour récupérer quelqu'un. C'est un engagement envers toi-même, envers ton propre bonheur. Les stoïciens nous rappellent que nous devons nous concentrer uniquement sur ce qui dépend de nous. Tu ne contrôles pas si cette personne reviendra, mais tu contrôles totalement comment tu réagis à son absence. Tu ne contrôles pas tes sentiments, mais tu peux cultiver les tiens, développer tes talents et te construire. C'est dans cet espace que tu peux contrôler que naît le vrai contraste. Et ce qu'il a de magnifique, c'est que même si cette personne ne revient pas, tu gagnes quand même. Car le processus de créer ce contraste est en soi un chemin d'évolution personnelle. Tu en ressors plus fort, plus conscient de ta valeur, plus capable de bâtir une relation saine à l'avenir. Et si cette personne revient, elle ne reviendra pas vers celui que tu étais, mais vers celui que tu es devenu. Il ne s'agira pas de donner une seconde chance à l'ancienne relation, mais de bâtir quelque chose de nouveau, sur des bases solides et une reconnaissance réciproque de la valeur de chacun. Quand une relation prend fin, on se demande souvent « Qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi je n'ai pas été assez bien ?» C'est là la première erreur émotionnelle. Associer ta valeur personnelle à la décision de quelqu'un d'autre. Mais l'estime de soi ne dépend pas de l'approbation extérieure. C'est une conviction intérieure, inébranlable, que tu es suffisant tel que tu es. Les personnes qui développent une véritable estime d'elles-mêmes ne sont presque jamais abandonnées pour toujours. Et quand cela arrive, ceux qui les ont quittées finissent souvent par revenir. Pas à cause d'une manipulation,
mais par une prise de conscience authentique de ce qu'ils ont perdu. Car une solide estime de soi dégage une aura de respect qu'on ne peut pas ignorer. Ceux qui connaissent leurs valeurs ne mendient pas, ne s'humilient pas, ne poursuivent personne. Ils reconnaissent simplement leurs valeurs et avancent. Pourquoi certaines personnes semblent toujours attirer des partenaires qui les respectent alors que d'autres vivent des rejets répétés? La différence fondamentale, c'est l'estime de soi. Quand tu crois vraiment en ta valeur, tu le montres dans tes mots, ta posture, ta voix, tes décisions. Tout en toi dit « je sais ce que je vaux ». Le stoïcisme nous enseigne que ce que les autres pensent de nous ne nous appartient pas. Le philosophe Épictète disait « ce n'est pas l'insulte ou le coup qui t'offense, mais l'opinion que tu en as ». De la même manière, ce n'est pas l'abandon qui diminue ta valeur, mais l'interprétation que tu en fais. Reconstruire ton estime de toi commence par un inventaire sincère de tes qualités. Pas seulement ton apparence ou tes diplômes, mais tes forces intérieures, ton écoute, ta loyauté, ta créativité, ton courage, ta persévérance. Ce sont des qualités qui restent, que tu sois en couple ou non. Ensuite vient la pratique quotidienne de l'auto-affirmation. Pas comme une répétition vide de phrases positives, mais comme une reconnaissance consciente, dans des situations concrètes. Tu as résolu un problème au travail? Reconnais ta compétence. Tu as soutenu un ami en détresse? Reconnais ton empathie. Tu as affronté un défi. Reconnais ton courage. Ce type d'affirmation te reconnecte à une estime de toi fondée sur des preuves réelles et non sur les jugements des autres. Une autre pratique essentielle, établir des limites claires. Ceux qui ont une haute estime de soi savent dire non sans culpabiliser. Ils savent exprimer leur mécontentement quand quelque chose les dérange. Ils savent quitter ce qui les abîme. Peut-être que la personne qui t'a quitté s'était habituée à un certain comportement de ta part. Accepter les miettes, faire passer ses besoins avant les tiens, garder le silence pour préserver la paix. Quand tu poses des limites, tu envoies un message fort. Les règles ont changé, parce que moi, j'ai changé. L'estime de soi s'exprime aussi dans tes réussites personnelles. Apprendre une nouvelle langue, améliorer ta santé, progresser dans ta carrière, élargir ton cercle d'amis. Cela montre que ta vie ne s'est pas arrêtée avec la rupture. Au contraire, elle a pris un nouvel élan. Cela renforce ta propre valeur à tes yeux, et sans que tu aies besoin de le dire, la personne qui t'a quitté finira par le remarquer. Et penser peut-être « j'ai fait une erreur ». Un aspect souvent négligé de l'estime de soi, c'est la connaissance de soi. Quand tu sais vraiment qui tu es, tes forces, tes limites, tes valeurs, tes besoins, tes rêves, tes peurs, il devient très difficile pour un rejet de t'ébranler. Parce que tu sais que cette relation, aussi importante ait-elle été, ne te définit pas. Cette clarté intérieure donne une sérénité rare, et cette sérénité est très attirante. Elle manque cruellement à ceux qui t'ont connu dans un état de dépendance émotionnelle. Mais souviens-toi, reconstruire ton estime de toi ne se fait pas en un jour. C'est un processus qui demande du temps et de la patience. Il y aura des moments où tes vieux schémas reviendront. Dans ces moments-là, pratique la bienveillance envers toi-même. Sois aussi doux avec toi que tu le serais avec un ami cher en difficulté. Et la preuve ultime que ton estime de soi est revenue, c'est le jour où le retour de cette personne n'est plus ton but. Tu réalises que, qu'elle revienne ou pas, tu iras bien. Tu as de la valeur en toi-même, pas à travers l'amour ou la validation de quelqu'un d'autre. Et c'est ça, la plus grande transformation possible. Passer de celui qui mendie l'amour à celui qui sait qu'il le mérite, mais qui n'en dépend pas pour exister. Et quand cette transformation a lieu, quelque chose d'étrange se produit. La personne qui t'a quitté commence à le remarquer. Pas parce que tu l'annonces, mais parce que tu l'émanes. Ta posture, tes choix, tes priorités, ton énergie, tout en toi dit que tu n'es plus la même personne. Et ça réveille une curiosité irrésistible. Parfois même, un regret sincère. Car l'estime de soi a un pouvoir magnétique. Elle est rare, dans un monde où tant de gens cherchent leur valeur dans les yeux des autres. Et c'est précisément ce qui la rend inoubliable. Elle se distingue comme un phare. Et tout comme un phare attire les navires dans l'obscurité,
ton estime de soi restaurée attirera non seulement ceux qui t'ont quitté, mais aussi de nouvelles possibilités, bien plus alignées avec ce que tu es vraiment. Souviens-toi, le but final n'est pas de provoquer des regrets chez l'autre, mais de vivre avec la certitude inébranlable que tu es digne d'amour et de respect, peu importe les circonstances extérieures. Quand tu atteins cet état, le regret de ceux qui t'ont quitté devient une conséquence naturelle, pas la destination du voyage. Quatrième étape, la reconstruction intérieure. La reconstruction intérieure est l'un des processus les plus transformateurs après un abandon. Il ne s'agit pas simplement d'aller de l'avant ou de tourner la page. Il s'agit d'utiliser la douleur comme catalyseur d'une refonte totale de soi. Il s'agit de regarder les ruines laissées par la rupture, non comme une dévastation finale, mais comme un terrain dégagé, sur lequel tu peux construire quelque chose de nouveau et de meilleur. Quand quelqu'un nous quitte, nous avons deux options: rester dans les cendres à pleurer ce qui a été perdu, ou saisir cette opportunité pour une profonde reconstruction. La différence entre ceux qui parviennent à susciter des regrets chez l'autre et ceux qui restent prisonniers de la douleur réside précisément dans ce choix fondamental. La reconstruction commence par une évaluation honnête. Quelles parties de toi ont été négligées pendant la relation? Quels rêves ont été relégués au second plan? Quels aspects de ta personnalité as-tu réprimés pour plaire à l'autre? Ce bilan n'est pas là pour accuser ni toi ni l'autre. Il sert à tracer le plan du nouveau soi que tu veux bâtir. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit « Toute adversité est une opportunité ». Dans le contexte d'une rupture, cette adversité est l'occasion de redécouvrir les parties oubliées de toi-même. Peut-être que tu as mis de côté des passions, simplement parce que ton partenaire n'y portait aucun intérêt. Peut-être as-tu abandonné des amitiés précieuses pour te consacrer davantage à la relation. Peut-être as-tu modifié tes opinions pour éviter les conflits. La reconstruction intérieure, c'est le moment de récupérer ces fragments perdus de toi-même et de les intégrer à une version plus complète, plus authentique de qui tu es. C'est comme reconstituer un puzzle. Cette fois, toutes les pièces comptent, pas seulement celles qui convenaient à la relation d'avant. Un aspect fondamental de cette reconstruction, c'est la confrontation avec tes schémas destructeurs. Très souvent, ce n'est pas la première fois que cela t'arrive. Il y a des schémas récurrents dans tes choix amoureux, dans ta manière d'agir en couple ou de réagir au conflit. Reconstruire exige du courage. Le courage d'identifier ces schémas et la détermination de les transformer. Pose-toi la question: qu'essaie de m'enseigner cette rupture? Quelle leçon me revient encore et que je n'ai toujours pas intégrée? Il ne s'agit pas de chercher un coupable, mais de chercher la sagesse. Peut-être que tu choisis toujours des personnes émotionnellement indisponibles, parce qu'au fond, tu as aussi peur de l'intimité. Peut-être que tu attires des personnes à réparer, parce que cela te donne un rôle, une mission, et t'évite de regarder tes propres blessures. Reconstruire, c'est aussi redéfinir ses valeurs, ses priorités. Quand une relation devient le centre de notre vie, tout tourne autour d'elle. Notre temps, nos choix, nos projets. Et quand elle prend fin, il y a un vide. Mais ce vide n'a pas besoin d'être rempli par une autre personne. Il doit être comblé par des objectifs et des valeurs qui viennent de l'intérieur. Qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur? Quel genre de personne veux-tu être, que tu sois en couple ou non? Quelle contribution veux-tu laisser au monde? Quelles expériences veux-tu vivre avant de mourir? Ces questions redirigent ton énergie vers l'intérieur, vers tes fondations, au lieu de la disperser dans la quête de validation extérieure. Un autre pilier de cette reconstruction, c'est la guérison émotionnelle. Aucune transformation n'est complète sans reconnaître et traverser les émotions douloureuses. Colère, tristesse, peur, honte. Les réprimer, c'est comme construire une maison neuve sur des fondations fissurées. Tout finira par s'effondrer. Alors, permets-toi de ressentir pleinement, sans te laisser submerger. Observe tes émotions comme un scientifique observe un phénomène, avec curiosité, sans jugement. Demande-toi, comment la colère se manifeste dans mon corps? Quelles sont les pensées qui l'accompagnent?
Que veut-elle me révéler? Adopter cette posture de témoin conscient te permet de traverser l'émotion sans être avalé par elle. Ce processus de reconstruction n'est pas linéaire. Il y aura des jours de clarté et de force, suivis de jours de confusion et de vulnérabilité. C'est normal, et même nécessaire. Comme l'a dit Marc Aurèle, un autre stoïcien, ne souhaite pas que les choses se passent comme tu veux. Souhaite qu'elles se passent comme elles se passent, et tu seras heureux. Et plus tu avances dans ta reconstruction, plus quelque chose d'étrange se produit. Tu attires naturellement de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences qui correspondent à ta nouvelle fréquence intérieure. Des amitiés émergent, des portes s'ouvrent, des chemins se dessinent. C'est comme si l'univers répondait à ta transformation intérieure par des transformations extérieures. Et voici l'effet secondaire le plus puissant. La personne qui t'a quitté finit par le remarquer. Pas parce que tu essaies de le lui montrer, mais parce que ce changement est si profond qu'il rayonne dans tous les aspects de ta vie. À travers des amis communs, les réseaux sociaux ou même un hasard de la vie, cette personne voit bien que tu n'es plus la même. Et cette prise de conscience éveille une question troublante. Savais-je vraiment qui j'avais à mes côtés? Ai-je laissé partir quelqu'un d'exceptionnel? Mais voilà l'ironie. Quand ta reconstruction est terminée, le retour de cette personne n'est plus ta priorité. Tu comprends que tu mérites quelqu'un qui reconnaît ta valeur sans devoir te perdre pour s'en rendre compte. Quelqu'un qui reste, non pas par regret, mais parce qu'il n'a jamais voulu partir. Et si cette personne revient vraiment, alors cette fois, ce sera toi qui décideras. Non par vengeance, mais avec lucidité, en sachant exactement qui tu es et ce que tu mérites. Il s'agit d'une période définie, généralement entre 30 et 90 jours, sans aucune forme de communication directe ou indirecte. Cela signifie ne pas appeler, ne pas envoyer de messages, ne pas liker les publications, ne pas poser de questions aux amis concernant cette personne, et même éviter les lieux où vous pourriez vous croiser. Cette distance initiale peut sembler douloureuse et contre-productive. Tu te demandes peut-être comment pourrait-il ou elle regretter s'il ne me voit même plus? Mais c'est précisément dans cette apparente contradiction que réside la force du processus. Lorsque tu te retires complètement, tu crées un vide que l'imagination de l'autre devra combler. Et l'imagination est toujours plus puissante que la réalité. Quand tu étais présent, même si tu réclamais de l'attention, tu étais une réalité concrète, avec tes défauts, tes insécurités et ta vulnérabilité. À distance, tu deviens une possibilité, un mystère que l'esprit de l'autre ne peut facilement résoudre. Que fait-il? Avec qui est-elle? M'a-t-il déjà oublié? Ces questions deviennent inévitables. Le philosophe stoïcien Épictète enseignait « Il vaut mieux mourir de faim, sans douleur ni peur, que vivre dans l'abondance avec l'esprit troublé. » Appliqué à la rupture, cela signifie « Il vaut mieux vivre sans cette personne temporairement, en préservant ta dignité, que chercher à maintenir la proximité au prix de ta tranquillité et de ton respect de toi-même. » La distance stratégique permet également quelque chose de crucial, une désintoxication émotionnelle. Rester en contact avec quelqu'un qui t'a blessé, c'est comme vouloir soigner une plaie tout en la grattant sans cesse. Ton esprit ne peut commencer à guérir s'il est constamment exposé à de nouveaux stimuli liés à cette personne. Chaque notification, chaque rencontre fortuite, chaque information relance le cycle d'attachement et de souffrance. Les recherches en neurosciences montrent que l'amour romantique active les mêmes circuits cérébraux que l'addiction à une drogue. Lorsqu'une relation se termine, le corps vit un véritable manque. La distance stratégique devient alors nécessaire pour que ton cerveau se désintoxique de cette addiction, permettant à tes neurotransmetteurs de revenir à un état plus sain et équilibré. Pendant cette période de recul, quelque chose d'important se produit chez celui ou celle qui t'a quitté. L'effet inverse de la familiarité. Lorsqu'on voit une personne tous les jours, on finit par focaliser sur ses défauts, ses manies, ses irritations. C'est ce qui amène tant de couples à se lasser. Mais dans l'absence, le cerveau humain a tendance à idéaliser. Il se rappelle surtout les bons moments, les qualités, les gestes tendres. Petit à petit, tu deviens dans son esprit une version plus lumineuse, plus rare, plus précieuse.
Ce phénomène joue en ta faveur. Plutôt que de se rassurer chaque jour sur sa décision de partir, cette personne est désormais seule avec ses souvenirs positifs, sans aucune preuve récente pour confirmer qu'elle a bien fait. Mais attention, la distance stratégique n'est ni un jeu, ni une manipulation. C'est une nécessité réelle, à la fois pour ta guérison émotionnelle et ta dignité personnelle. Quand elle est mise en œuvre avec une intention sincère, se protéger, se reconstruire et non punir l'autre, elle devient encore plus puissante car elle exprime une vérité intérieure. Tu prends soin de toi. Après la phase initiale de zéro contact, cette distance évolue vers une absence consciente. Si un jour vous devez vous recroiser à un événement, au travail, par des amis communs, adopte une attitude polie mais détachée. Pas de rancune, mais aucune demande non plus. Parle brièvement, souris sincèrement, puis continue ton chemin. Ce comportement en dit bien plus que n'importe quel discours sur la souffrance ou le manque. Il dit « j'ai avancé ». Pas par vengeance, mais parce que je me respecte assez pour ne pas rester là où je ne suis pas pleinement désiré. Quant aux réseaux sociaux, ils demandent une attention particulière. La tentation est grande d'y exposer une vie idéale. Voyages, soirées, nouveaux liens, dans l'espoir de susciter des regrets, mais cette stratégie est contre-productive. L'autre y verra une tentative évidente de provoquer une réaction. La bonne approche, c'est de vivre pleinement et sincèrement. Laisse transparaître des fragments authentiques de ton renouveau sans chercher à impressionner. La personne qui t'a quitté, même bloqué, trouvera souvent un moyen de regarder. Et ce qu'elle verra ne sera pas un faux bonheur, mais les preuves réelles que ta vie continue de fleurir. Sans elle. La distance stratégique inclut aussi un détachement intérieur. Arrêtez de nourrir sans cesse des pensées obsessionnelles. Pour cela, des outils existent. La méditation, l'écriture thérapeutique, la pleine conscience. Ces pratiques aident à libérer ton esprit du passé et à te recentrer dans le présent, sans construire sans cesse des scénarios de retrouvailles. Et puis un jour, des signes apparaîtront. Tu les reconnaîtras. Tentatives de contact indirect, questions par des amis communs, publications ambiguës, voire retour direct. Mais à ce moment-là, tu le vivras autrement, car tu ne te précipiteras pas. Tu resteras fidèle au processus. Tu sauras que revenir trop tôt, c'est recréer les mêmes schémas qui ont conduit à la rupture. Le vrai pouvoir de la distance stratégique, c'est de savoir maintenir l'espace, pas par fierté, mais par amour de toi-même. Quand tu comprends réellement ta valeur, tu sais que si quelqu'un revient, ce ne doit pas être parce que tu l'as supplié, mais parce qu'il ou elle a reconnu ce que tu valais, tout seul. Les stoïciens nous rappellent de faire la différence entre ce que nous contrôlons et ce que nous ne contrôlons pas. Tu ne contrôles ni les sentiments, ni les décisions de ceux qui sont partis, mais tu contrôles ta propre distance et la dignité avec laquelle tu la maintiens. C'est dans ce choix que réside ton vrai pouvoir, tes pensées, tes actions, ton attitude. Quand quelqu'un nous quitte, on fait souvent l'inverse de ce que recommande le stoïcisme. On tente obsessionnellement de contrôler l'incontrôlable. On force des conversations, on supplie pour obtenir des explications, on promet, on manipule émotionnellement dans l'espoir de faire changer l'autre d'avis. Mais ce comportement échoue systématiquement. Il épuise notre énergie et diminue notre valeur aux yeux de celui ou celle qui est parti. Le stoïcisme amoureux propose une approche radicalement différente. Au lieu de lutter contre la réalité, acceptez-la comme point de départ. La relation est terminée. L'autre personne a choisi de continuer sans toi. Cette acceptation n'est pas une résignation pessimiste. C'est une reconnaissance lucide de là où tu en es. Comme l'a dit Épictète, ne cherche pas à faire que les événements arrivent comme tu veux, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Accepte ainsi la réalité libère une immense énergie que tu utilisais auparavant en vain. C'est cette énergie dirigée qui nourrira ta transformation et, paradoxalement, le futur regret de l'autre personne. Le deuxième principe du stoïcisme amoureux, c'est la pratique quotidienne de la vertu.
quelles que soient les circonstances extérieures. Les stoïciens identifiaient 4 vertus cardinales: la sagesse, le courage, la justice et la modération. Dans le contexte d'une rupture, cela signifie la sagesse pour voir les choses avec clarté, sans distorsion émotionnelle, le courage pour affronter la douleur sans la fuir à travers des addictions ou des relations précipitées, la justice pour ne pas diaboliser l'autre en reconnaissant la part d'humanité et les circonstances de chacun, et la modération pour ne pas sombrer dans l'autodénigrement ou la vengeance. Quand tu agis selon ces vertus et non par douleur ou orgueil blessé, tu crées un contraste frappant avec le comportement que la majorité adopte après une rupture. Et ce contraste ne passe pas inaperçu. Le stoïcisme amoureux insiste aussi sur l'importance du moment présent. Après une séparation, on vit souvent mentalement dans le passé, à revivre sans cesse les souvenirs, ou dans le futur, à redouter la solitude ou à fantasmer des retrouvailles. Mais le présent, seul moment réel où tu peux agir, te file entre les doigts. Ramener ta conscience dans l'instant, par la méditation ou la pleine présence à tes gestes quotidiens, est essentiel pour retrouver ta vitalité. Quand tu es pleinement là, maintenant, l'absence de l'autre perd son pouvoir. Et ta capacité à ressentir de la joie, même au cœur de la douleur, augmente. Marc Aurèle disait « Ne te trouble pas à propos de ce qui va arriver. Tu affronteras avec la même raison que tu utilises pour faire face à ce qui t'arrive maintenant. » Cette posture de sérénité face à l'incertitude est profondément attirante, car elle contraste avec l'angoisse désespérée qu'on montre souvent après un abandon. Autre point essentiel, la réflexion quotidienne sur l'impermanence de toute chose. Les relations, comme tout dans la vie, sont transitoires. Attendre la permanence, c'est souvent la source d'une grande souffrance. Accepter que rien ne dure, ni la douleur, ni même les relations les plus fortes, élargit ta perspective et apaise l'intensité de la perte. Cela ne veut pas dire qu'il faut aimer à moitié, mais plutôt aimer avec la sagesse de celui qui sait que tout ce qu'il reçoit, il l'a emprunté au temps. Comme le disait Sénèque, « Peu m'importe combien de propriétaires ont eu une maison ou combien elle a coûté dans le passé. On me l'a vendue maintenant, elle est à moi. » De la même façon, une relation, même brève, t'a réellement appartenu tant qu'elle a duré. Le stoïcisme amoureux t'invite aussi à voir la rupture comme une opportunité. Ce n'est ni une punition ni un échec, mais un test, un terrain d'entraînement pour les vertus qui seraient restées endormies dans des circonstances plus faciles. Comme l'or est testé par le feu, notre force est révélée par l'adversité, et cette douleur peut devenir la force la plus noble de ton évolution. Un autre pilier, la gratitude. Plutôt que de te concentrer sur ce que tu as perdu, souviens-toi de ce que cette relation t'a apporté, des leçons, de la joie, du développement personnel. Même si ça s'est terminé dans la douleur, reconnaître sincèrement ce que cette histoire t'a offert dégage une maturité émotionnelle rare. Et quand l'autre attend de toi de la rancune, mais qu'il découvre de la gratitude, l'effet psychologique est profond. Enfin, le stoïcisme amoureux t'invite à voir plus grand que ton propre chagrin. Marc Aurèle disait « Pense à l'immensité de l'univers. Quand tu élargis ton regard vers quelque chose de plus vaste, la nature, les autres, un but supérieur ou un principe spirituel, tu guéris plus vite. Tu redeviens plus qu'une personne blessée par une rupture. Tu deviens quelqu'un de guidé par un sens plus grand. Et la relation passée devient un simple chapitre dans une histoire bien plus vaste. Lorsque tu vis selon les principes du stoïcisme amoureux, une transformation subtile mais puissante se produit. Elle ne peut pas se décrire, elle se ressent. Ta présence rayonne une sérénité magnétique. Ton attitude face aux difficultés t'inspire. Ta capacité à trouver du sens, même dans la perte, intrigue et captive. Et c'est précisément cette transformation qui allume la flamme du regret chez ceux qui t'ont quitté. Non pas parce que tu l'as cherché, mais parce que tu es devenu quelqu'un qu'on ne peut plus ignorer ni oublier. Le regret le plus profond ne naît pas quand quelqu'un te voit souffrir. Ça ne fait que confirmer que sa décision a eu un impact. Le vrai regret naît lorsqu'il réalise qu'en partant,
il a perdu l'opportunité d'assister à ton évolution vers une version encore plus belle de toi-même. Et enfin, parlons de l'attraction silencieuse. Ce concept, aussi paradoxal que puissant, est une réponse inattendue à une rupture. Contrairement au jeu de séduction, à la provocation ou à l'exhibition, l'attraction silencieuse agit dans les couches les plus profondes de la psychologie. Elle n'a pas besoin de se montrer pour être ressentie. Son principe fondamental, la vraie attraction ne crie pas, elle chuchote. Pense aux personnes les plus magnétiques que tu as croisées. Ce ne sont pas les plus bruyants, ni ceux qui cherchent l'attention à tout prix. Le vrai magnétisme vient d'une force intérieure qui n'a rien à prouver. Et c'est lorsque tu restes calme, centré, que tu émanes cette énergie, que le souvenir de toi devient inoubliable. Dans les relations, nous essayons parfois de paraître plus heureux que nous ne le sommes réellement. Ce besoin de prouver quelque chose révèle, paradoxalement, que nous ne croyons pas encore pleinement en notre propre valeur. Et les gens perçoivent cette dissonance, même inconsciemment. L'attraction silencieuse commence quand tu cesses de vouloir impressionner ceux qui t'ont quitté et que tu commences à te concentrer sincèrement sur ton propre cheminement. C'est alors que tu comprends, comme le disait le philosophe stoïcien Marc Aurèle, que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Il ne dépend ni de l'opinion des autres sur toi, ni même de celle des personnes que tu aimes encore. Ce changement de perspective passé de l'extérieur à l'intérieur crée une énergie qu'il est impossible de fabriquer artificiellement. C'est comme la différence entre quelqu'un qui sourit pour la caméra et quelqu'un qui sourit parce qu'il est véritablement heureux. La première image peut tromper pendant un moment, mais la seconde a le pouvoir de transformer l'atmosphère autour de lui. L'attraction silencieuse se manifeste dans les petits détails qui révèlent ta transformation intérieure. Il ne s'agit pas de grandes déclarations ou de gestes spectaculaires, mais de la sérénité dans ton regard, de l'authenticité dans ton sourire, de la fermeté dans ta posture, de la simplicité naturelle dans tes mots, de la cohérence dans tes actions. C'est dans ces détails, en apparence insignifiants, que réside un pouvoir magnétique, un pouvoir qui pousse l'autre à se demander « Comment ai-je pu laisser partir cette personne ?» L'un des aspects les plus puissants de l'attraction silencieuse, c'est l'absence de besoin. Lorsque tu n'as plus besoin de la validation de ceux qui t'ont quitté, quelque chose d'étrange se produit. Ta présence devient bien plus marquante. C'est la loi du paradoxe émotionnel. Plus tu as besoin de quelque chose, moins tu as de pouvoir sur cette chose. Et plus tu t'en détaches, plus tu attires naturellement. Moins tu recherches l'approbation de quelqu'un, plus cette personne cherchera la tienne. L'attraction silencieuse se voit aussi dans la façon dont tu gères les rencontres fortuites ou les interactions obligées avec celui ou celle qui t'a quitté. Au lieu de montrer de l'anxiété, de la rancune ou un désir excessif, tu gardes une posture de calme bienveillant. Tu parles normalement, sans chercher à impressionner ni à punir. Tu souris sincèrement, sans forcer ni l'intimité ni la distance. Et ensuite, tu poursuis ton chemin sans te retourner pour voir si tu as laissé une impression. Cette capacité à être pleinement présent crée, sans que tu le veuilles, ce que les psychologues appellent une dissonance cognitive chez ceux qui t'ont quitté. Cette personne avait une image mentale de ta réaction à la rupture, probablement triste, désespérée ou même en colère. Lorsqu'elle te retrouve calme, épanoui et autosuffisant, elle est obligée de confronter cette nouvelle réalité à ses anciennes attentes. Et cette confrontation mène souvent à une remise en question totale de sa décision de partir. Un autre élément clé de l'attraction silencieuse, c'est ce qu'on pourrait appeler l'absence de récit. Après une rupture, nous avons tendance à créer, à répéter sans cesse une histoire sur ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est produit et ce que nous ressentons. Ces récits, que l'on partage avec nos proches ou que l'on rumine seul, maintiennent la blessure ouverte et nous enchaînent au passé. L'attraction silencieuse naît quand tu cesses de raconter ces histoires de victimisation ou de vengeance. Quand quelqu'un te demande ce qu'il s'est passé, tu réponds brièvement, sans dramatiser, puis tu passes au présent ou à l'avenir. Non pas parce que tu évites la douleur,
mais parce que tu l'as déjà traversé et que tu es déjà ailleurs. Cette capacité à ne pas rester coincé dans l'ancien récit envoie un message silencieux. Tu es dans un nouveau chapitre. Les réseaux sociaux méritent une mention spéciale ici. Après une rupture, la tentation est forte d'utiliser ces plateformes pour afficher une fausse image de bonheur ou de réussite. Des publications soigneusement construites pour provoquer une réaction de celui ou celle qui est parti. L'attraction silencieuse fait exactement l'inverse. Tu peux choisir de publier moins, mais de façon plus authentique. Tu n'as pas besoin de décors exagérés pour impressionner. Tu partages simplement des moments réels qui reflètent ton évolution intérieure. L'absence de mise en scène est, en soi, incroyablement attirante, dans un monde numérique saturé de faux semblants. Enfin, un autre aspect de l'attraction silencieuse, la croissance invisible. Ce sont ces transformations que tu ne cries pas sur tous les toits, mais qui finissent toujours par se remarquer. Avec le temps, ton état physique s'améliore, non pas parce que tu es obsédé par l'idée de rendre quelqu'un jaloux, mais parce que tu as redécouvert la joie du mouvement. Ta progression professionnelle avance, non pour prouver quelque chose, mais parce que tu as redirigé l'énergie que tu gaspillais dans une relation dysfonctionnelle vers ton travail. Une nouvelle paix intérieure s'installe. Elle ne se proclame pas, mais se reflète dans chaque interaction. Cette croissance invisible crée une curiosité irrésistible chez ceux qui t'ont quitté. Ils se demandent comment cette transformation a-t-elle eu lieu. Que se passe-t-il dans ta vie pour générer une telle énergie? Qui est cette nouvelle version de toi qui semble si complète par elle-même? Ces questions sont bien plus puissantes lorsqu'elles surgissent spontanément dans leur esprit, plutôt que d'être provoquées par des tentatives explicites de les impressionner. L'attraction silencieuse se manifeste aussi dans la façon dont tu te connectes aux autres. Lorsque tu cesses de te concentrer obsessionnellement sur ceux qui t'ont quitté et que tu commences à cultiver sincèrement d'autres relations amitié, famille, nouvelles rencontres, tu crées un réseau authentique qui amplifie ta valeur perçue. Il ne s'agit pas d'utiliser les autres pour provoquer la jalousie, mais de redécouvrir la richesse des connexions humaines disponibles bien au-delà de cette ancienne relation. Pour cultiver cette attraction silencieuse, il est essentiel de développer ce que les bouddhistes appellent l'esprit du débutant. La capacité de vivre chaque expérience comme si c'était la première fois, libre des attentes créées par le passé. Cette ouverture à la nouveauté insuffle une fraîcheur à ton énergie, perceptible par ceux qui t'entourent, y compris ceux qui t'ont quitté. Il est crucial de comprendre que l'attraction silencieuse n'est pas une stratégie de manipulation, mais un état d'être qui résulte d'un véritable travail intérieur. Elle ne peut pas être simulée de façon convaincante, car elle agit à un niveau énergétique qui dépasse les mots et les gestes. C'est le résultat naturel de quelqu'un qui a fait la paix avec son passé et vit pleinement dans le présent. La preuve ultime de l'attraction silencieuse, c'est ce moment où le retour éventuel de la personne qui t'a quitté n'est plus ton objectif principal. Tu réalises que, qu'elle revienne ou non, tu suis un chemin d'évolution qui en vaut la peine par lui-même. Et, ironiquement, c'est exactement à ce moment-là, lorsque tu n'as plus besoin que cette personne revienne, que la probabilité de son retour atteint son maximum. Car la véritable attraction silencieuse ne consiste pas à récupérer quelqu'un. Elle consiste à te reconquérir toi-même de façon si complète et magnétique que ceux qui t'ont quitté ne peuvent s'empêcher de remettre en question leurs décisions, non pas à cause de ce que tu fais pour les impressionner, mais à cause de ce que tu es devenu en choisissant le chemin de l'authenticité et de la paix intérieure. 8e point, le retour naturel. Le retour naturel est le chapitre final de ce voyage. C'est ce moment où la personne qui t'a quitté commence à montrer des signes de regret et cherche à se rapprocher, non pas à cause d'une manipulation ou de jeu psychologique, mais comme conséquence naturelle et organique de la transformation que tu as traversée. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, le retour ne se produit presque jamais de façon dramatique avec de grandes déclarations ou des supplications passionnées. La plupart du temps, il commence par des signes subtils, des messages en apparence anodins, des questions sur ta vie, des commentaires sur tes publications, ou même des rencontres accidentelles qui n'ont souvent rien d'un hasard.
Le premier principe du retour naturel est de savoir identifier ces signes sans surinterpréter les situations. Une personne qui regrette vraiment de t'avoir perdu ne l'admet presque jamais directement au début. Elle cherche plutôt à rétablir une forme de connexion sans se dévoiler totalement. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, « Apprends d'abord la signification de ce que tu dis, puis parle ». De la même façon, apprends d'abord à interpréter correctement les signes de rapprochement et ensuite seulement, réponds-y. Parmi ces signes, on trouve souvent des références à des souvenirs partagés, des questions sur ta vie actuelle qui révèlent une curiosité sincère, des propositions d'aide dans des contextes qui ne le nécessitent pas vraiment, ou encore des tentatives de prolonger une conversation qui aurait pu se terminer rapidement. Ce sont de petites sondes pour vérifier s'il existe encore une ouverture possible de ta part. Deuxième principe, la réponse équilibrée. Lorsque tu repères ces premiers signes, la tentation est grande de tomber dans un extrême, soit une réceptivité excessive qui montre que la personne te touche encore profondément, soit une froideur défensive pour la punir de t'avoir quitté. Mais la véritable réponse équilibrée ne vient ni de l'ego blessé, ni du besoin émotionnel. Elle vient de l'estime de soi. C'est une réponse faite de cordialité sincère, sans anxiété ni attente. C'est être ouvert au dialogue, mais sans en dépendre. C'est montrer que ta vie continue, qu'elle évolue, sans pour autant le lui jeter au visage. Comme le disait Sénèque, « Chaque fois que tu es en colère, souviens-toi que ce n'est pas seulement une question de force, mais aussi de temps. Il en va de même pour le retour. Ce n'est pas seulement comment tu réponds, c'est aussi quand tu réponds. Prends ton temps. Laisse la personne montrer la constance de son intérêt avant de rouvrir complètement les portes de ton cœur. Troisième principe, l'évaluation honnête. Quand les signes de regret deviennent plus évidents et qu'une réconciliation semble possible, il est essentiel de faire une évaluation honnête à la fois de la personne et de toi-même. Les bonnes questions sont: cette personne a-t-elle réellement changé ou me regrette-t-elle simplement de manière passagère? Ce qui a causé la rupture a-t-il vraiment été résolu ou simplement mis de côté? Est-ce que je veux vraiment cette personne dans ma vie? Ou est-ce juste mon ego qui veut se sentir à nouveau désiré? Cette évaluation n'est pas un jugement, mais un acte de discernement aimant. Il ne s'agit pas de déterminer qui avait raison, mais de voir s'il existe une base solide pour un nouveau départ, ou si l'on risque simplement de répéter un schéma déjà voué à l'échec. Quatrième principe, établir de nouveaux termes. Si, après cette évaluation, tu décides qu'un nouveau départ est envisageable, il est fondamental de poser de nouvelles bases. Pas avec des ultimatums, mais avec clarté et respect mutuel. Trop souvent, les mêmes relations échouent encore et encore, simplement parce qu'elles redémarrent exactement là où elles s'étaient arrêtées. Le retour naturel, au contraire, n'est pas un simple retour, c'est un nouveau commencement. Un renouveau ne doit pas être une simple reprise du passé, mais une création fondée sur ce que chacun est devenu pendant la période de séparation. C'est le moment de communiquer clairement tes limites, tes besoins et tes attentes. Non pas comme des exigences, mais comme une expression d'autoconnaissance et de respect envers toi-même. C'est aussi le moment d'écouter ce que l'autre a appris, comment il ou elle a changé et ce qu'il ou elle attend de cette nouvelle étape possible. Le cinquième principe du retour naturel est la patience vigilante. Même lorsque tous les signes semblent positifs et qu'une réconciliation a lieu, il est essentiel de maintenir une vigilance bienveillante. Pas par méfiance, mais par sagesse, car les anciennes dynamiques et les vieux schémas ont tendance à réapparaître s'ils ne sont pas identifiés et transformés consciemment. La véritable réconciliation ne se produit pas dans un moment d'émotion intense. Elle se construit jour après jour à travers de petites décisions cohérentes qui prouvent que chacun a véritablement évolué. Comme l'a observé Marc Aurèle, ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Dans une relation renouvelée, ce que nous devons craindre, ce n'est pas une nouvelle rupture, mais de recommencer sans avoir résolu les blessures du passé. Un aspect souvent négligé du retour naturel, c'est qu'il ne débouche pas toujours sur une réconciliation. Et ce n'est pas un échec,
Parfois, le plus grand cadeau que peut apporter le regret de ceux qui nous ont quittés, ce n'est pas une seconde chance, mais la confirmation silencieuse de notre valeur. Cette validation, le fait de comprendre qu'on était réellement quelqu'un de spécial, mal jugé ou écarté trop tôt, suffit parfois à fermer un chapitre avec sérénité. Cela permet d'avancer avec la certitude que nous méritons quelqu'un qui nous choisit sans devoir nous perdre d'abord. Comme le disait Épictète, il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir. Certaines personnes ne reconnaissent notre valeur que lorsqu'il est trop tard, et cela, aussi douloureux soit-il, est une leçon précieuse, autant pour elles que pour nous. Le retour naturel ne signifie pas nécessairement un amour retrouvé. Il peut aussi se manifester sous la forme d'une nouvelle relation, une amitié mature, un respect mutuel à distance. Tous les départs n'ont pas à être définitifs et amers. Certaines relations évoluent vers de nouvelles formes qui honorent ce qui a été vécu sans tenter de le reproduire exactement. Peu importe la forme que prendra ce retour dans ta vie. Ce qui compte le plus, c'est que tu conserves l'intégrité du travail intérieur que tu as accompli. La véritable victoire ne réside pas dans le fait de faire revenir quelqu'un, mais dans l'évolution que tu as traversée. Que cette personne revienne ou non, tu es désormais en paix, aligné avec ta valeur profonde. Les plus belles histoires de retour naturel sont celles où la personne restée seule s'est tant transformée que, lorsque l'autre revient, elle rencontre quelqu'un qui n'attendait plus son retour avec impatience. Quelqu'un qui, paradoxalement, pourrait dire non à une nouvelle tentative si cela ne correspond pas à ses nouveaux standards. À son plus haut niveau, le retour naturel ne consiste pas à récupérer ce qui a été perdu, mais à créer quelque chose de totalement neuf, que ce soit avec la même personne, avec une autre, ou même avec soi-même. C'est la fermeture d'un cycle qui, peu importe le résultat final, te laisse plus fort, plus sage et plus capable d'aimer et d'être aimé de façon authentique et pleine. Comme l'a magnifiquement résumé Seca, chaque nouveau commencement provient de quelque autre commencement. Revenir peut être le début d'un nouveau chapitre avec la même personne, ou d'une vie entièrement nouvelle sans elle, ou encore d'une relation inédite avec toi-même. Dans tous les cas, si tu as vraiment suivi les principes que nous avons abordés, ce sera un bon début, un début profond, aligné, transformateur. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, ne garde pas cette transformation pour toi. Abonne-toi dès maintenant à notre chaîne et active les notifications. Chaque semaine, nous partageons des outils psychologiques qui ne se contentent pas de guérir des blessures émotionnelles. Ils transforment profondément la manière dont tu te perçois et dont les autres te perçoivent. Plus qu'une audience, nous construisons une communauté. Une communauté de personnes qui ont choisi le chemin de la reconstruction avec dignité. Et les résultats sont extraordinaires. Alors, clique maintenant sur s'abonner et rejoins les milliers de personnes qui ne quémandent plus des miettes d'attention, mais qui attirent un respect sincère, simplement en étant elles-mêmes. Ta transformation commence aujourd'hui.